Messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette demi-heure d'information, les titres à la une de l'actualité. Le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation a présenté le projet de loi relatif aux communications électroniques. Le texte apporte des réformes dans le secteur des télécommunications, notamment l'allègement de certaines conditions en faveur des opérateurs du domaine. Il a été adopté par tous les députés présents. Le point dans quelques instants. Dans cette édition, nous ferons un tour à New York, aux États-Unis, où séjourne la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré, a livré ce jeudi 14 mars le message du gouvernement, à l'instar de tous les pays membres des Nations Unies. Elle a égrené les efforts consentis par le gouvernement en matière de questions liées à l'égalité des sexes. Et dans ce journal, nous irons également à la rencontre de plusieurs opérateurs économiques pour qui la coupure d'Internet en Côte d'Ivoire depuis ce jeudi 14 mars représente une véritable angoisse. Merci de suivre l'information sur RTI 1. Le chef de l'État a quitté Abidjan ce vendredi 15 mars 2024 pour un séjour en France. Alassane Ouattara a été accompagné à l'aéroport, comme vous le voyez sur ces images, par plusieurs membres du gouvernement, avec à leur tête Tiemoko Méliès Koné, vice-président de la République, et le Premier ministre Robert Begré Mambé. Un tour à l'Assemblée nationale où le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation était face aux députés de la Commission de recherche de la science, de la technologie et de l'environnement. Ibrahim Khalil Konaté a présenté le projet de loi relatif aux communications électroniques. Le texte a été adopté par tous les députés présents. L'examen de ce texte a eu lieu ce jeudi au sein de l'institution. Moussa Konaté. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 670 zones blanches, des localités non couvertes par la connectivité. Une préoccupation prise en compte par le projet de loi relatif aux communications électroniques présenté aux députés par le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation. Cette loi nous donne l'opportunité de renforcer la politique de couverture des zones blanches. Comment faire pour que l'ensemble des localités de Côte d'Ivoire aient accès à la connectivité? Il y a un deuxième élément qui est important dans la loi que nous présentons, c'est l'itinérance nationale, c'est-à-dire le roaming. Un opérateur à ses installations, les populations peuvent bénéficier, bien entendu, de la connectivité à travers les installations d'un autre opérateur. C'est quelque chose de fondamental. À partir de cette année, 270 localités vont être connectées au réseau de télécommunications. Le déploiement dans les autres zones se fera progressivement. Autre innovation du projet de loi examiné, le renforcement des actions de l'autorité de régulation et l'allègement de certaines conditions en faveur des opérateurs du secteur. On a allégé pour permettre à tous les opérateurs de mener leurs activités sans trop de contraintes administratives. Nous avons introduit le fait que de nouveaux opérateurs, donc de nouveaux métiers, intègrent le secteur donc, de communication électronique en Côte d'Ivoire, notamment les opérateurs satellitaires. Et enfin, bien entendu, le Conseil de régulation peut créer en son sein des formations pour renforcer le dialogue entre les acteurs du secteur, de sorte à ce que les décisions de cette autorité-là ne soient pas combattues à tort. Ils vont prendre de façon très collégiale ces décisions-là et permettre à notre secteur de se développer au bénéfice des populations ivoiriennes. Durant les travaux, le ministre de la Transition numérique et de la digitalisation s'est prononcé sur la question de la coupure des réseaux Internet survenue jeudi. Ibrahim Khalil Konaté a rassuré les députés des initiatives prises afin de régler la situation. Au Sénat, cette fois, le groupe parlementaire RHDP, fort de 92 sénateurs sur 99, entend jouer sa partition pour soutenir les actions de développement en Côte d'Ivoire. Un séminaire politique tenu récemment à Yamoussoukro a permis de relever les avancées dans le pays sous le leadership du président Alassane Ouattara. Le compte rendu de Kader Sogodougou. Le Sénat de Côte d'Ivoire, pour cette deuxième législature, totalise 92 membres issus du RHDP sur un total de 99 sénateurs. Une force que ce groupe parlementaire compte mettre à la disposition du parti pour une Côte d'Ivoire qui avance et gagne. Pour bien faire les choses, ces sénateurs initient un séminaire. Son thème, outils et stratégies pour un rayonnement du groupe parlementaire RHDP au Sénat. Les différentes interventions et les débats interactifs
ont notamment mis en évidence que plusieurs facteurs clés sont nécessaires au succès de cette ambitieuse matrice d'action 2024 dont nous souhaitons réaliser. Plusieurs communications, entre autres le groupe parlementaire RHDP et le rôle du sénateur dans les travaux, en commission et en plénière, et des échanges ont marqué la formation. Au bout du rouleau, une déclaration à l'endroit du président de la République. Le groupe parlementaire RHDP au Sénat salue avec déférence le gigantesque travail que le président de la République abat à la tête de notre pays. Le groupe parlementaire RHDP félicite le président et le remercie vivement pour l'essor qu'il est en train de donner à la Côte d'Ivoire dans tous les domaines sociaux, économiques, culturels. Lui adresse son infinie reconnaissance d'avoir fait de notre modeste pays une grande nation en moins de deux décennies d'exercice du pouvoir. Appelle tous les Ivoiriens, tous les citoyens et toutes les citoyennes à soutenir sans réserve les actions du président de la République afin de l'encourager à nous servir toujours avec la même abnégation. Le séminaire du groupe parlementaire RHDP, le premier du genre, a également adressé une motion de soutien aux initiatives de la présidente de l'institution, Kandia Kamisoko Kamara. Égalité des sexes et autonomisation des femmes et des filles, la Côte d'Ivoire réaffirme sa volonté de tenir ce pari à la Commission de la condition de la femme aux États-Unis. Message traduit ce jeudi par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant au cours de cette rencontre de New York, sur place à Mississauga. New York, 68e session de la Commission de la condition de la femme CSW. Au siège des Nations Unies, la Côte d'Ivoire réaffirme son engagement envers l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes. Son message est livré par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassinéba Touré. Elle expose les efforts du pays en la matière. Du fonds d'appui aux femmes, FAFSI, doté d'un capital de 26 milliards de francs CFA, aux filets sociaux productifs, les initiatives de la Côte d'Ivoire ont sorti des millions de personnes de la pauvreté. Convaincus de l'importance de ces déterminants stratégiques dans le processus d'autonomisation des femmes et des filles, notre gouvernement, en faisant fond sur la vision pro-genre du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, développe depuis plus d'une décennie des politiques publiques basées sur le triptyque institutions renforcées, financement innovant et stratégie de long terme. Outre les financements octroyés aux femmes en vue de leur autonomisation, l'engagement de la Côte d'Ivoire à travers des institutions et des réformes visant à accélérer l'égalité des sexes est indéfectible, souligne la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Mon pays a adopté plusieurs réformes, notamment la loi favorisant la représentation des femmes dans les assemblées élues qui exige un quota minimum de 30% sur les listes électives des candidats. La modification du régime d'imposition de la femme pour l'aligner à celui de l'homme. L'ouverture de 33 bureaux d'accueil genre dans les commissariats et postes de police et dans les brigades de gendarmerie et la mise en place de 88 plateformes de lutte contre les violences basées sur le genre à travers le pays. La ministre Nassinéba Touré a souligné l'importance des institutions renforcées, du financement innovant et de la lutte contre la pauvreté en vue de l'autonomisation des femmes et filles. Malgré ces avancées notables, les défis de l'égalité des sexes persistent et nécessitent davantage d'investissements en capital humain, financier et matériel pour l'atteinte de résultats meilleurs. Retour en Côte d'Ivoire. Vous avez certainement vécu ce jeudi une interruption subite de votre connexion Internet, une situation inhabituelle qui appelle des éclairages. L'opérateur Orange Côte d'Ivoire a réagi ce vendredi après avoir subi les désagréments liés aux dommages sur le câble sous-marin. La structure donne l'assurance d'une normalisation de la situation dans environ une semaine. Lanciné Bakayoko. Face à cette crise de la fourniture de l'Internet, l'opérateur Orange a dû solliciter les autres filiales du groupe en Afrique de l'Ouest pour le déploiement de solutions alternatives en attendant la réparation du réseau. Nous avons identifié des solutions de contournement
Notamment, nous appuyons sur notre réseau Joliba, qui est un réseau terrestre d'interconnexion des pays d'Orange qui opèrent dans la sous-région. Résultat de tous ces efforts, l'on observe un retour progressif à la normalité. Aujourd'hui, tous les services voix sont en air. Les services LSI de liaison spécialisés pour les banques, le B2B, sont en air et fonctionnent. Il va rester la fibre optique chez les particuliers, et ainsi de suite. Donc nous allons le mettre zone par zone, nous le rétablissons zone par zone. Donc on devrait retrouver à peu près d'ici demain, on espère 75% de notre capacité. Normalité qui devrait être complète dans au moins une semaine. Des mesures d'anticipation sont prises pour prévenir de tels incidents à l'avenir. On a investi dans 3 câbles sous-marins. Nous sommes en train d'investir dans un 4e câble sous-marin qui est en construction, qui va être en construction, voire un 5e câble sous-marin dans lequel nous sommes. Je pense que localement, nous devons être la seule entreprise qui avons autant de câbles sous-marins en fait, à sa disposition. Pour l'heure, aucun chiffre sur les préjudices n'a été annoncé. Dans cette interruption, nos équipes sont allées à la rencontre de plusieurs opérateurs économiques pour qui cette situation est non sans conséquences. Daniel est chauffeur de VTC. Il a du mal à utiliser son application et reçoit difficilement les commandes de clients. Depuis 24 heures, son activité est impactée par la coupure d'Internet. Le VTC, ici, ça se passe avec l'Internet. Et comme ça, depuis avant-hier soir, l'Internet est un peu dérangé au niveau national. Et comme ça nous dérange, ça nous fatigue. Parce qu'avec ça, nous ne pouvons pas travailler. Daniel n'a pas pu réaliser la recette du jeudi 14 mars. Et celle de ce 15 mars n'est pas non plus garantie. Il y a d'autres personnes qui font la recette hebdomadaire et d'autres font journalier. J'essaie d'appeler mon boss, puisque lui-même, il a le GPS, il voit tout là-bas. Quand nous conduisons, il voit que nous sommes en train de conduire. Quand c'est garé, il voit que c'est garé. En attendant le retour à la normalité, la recherche de clients devient un chemin de croix pour ce VTC. Les difficultés liées à Internet ont également été ressenties par cette PME opérant dans l'immigration régulière. Ce matin, l'informaticien est à pied d'œuvre pour connecter les employés à une nouvelle box Internet. Quand c'est bleu, c'est bon. Okay. Quand il y a du rouge quelque part, c'est pas bon. La reprise est timide. Le responsable s'entretient avec ses collaborateurs pour s'assurer que tout va bien. Nous travaillons beaucoup avec l'Internet. Tout notre travail que nous faisons, nous le faisons dans les systèmes ou bien sur des plateformes. On va dire qu'on a été impacté à 95%. On n'a pas pu travailler dans nos différents systèmes pour créer le numéro d'un dossier et un client. Chaque jour, nous créons des numéros de dossiers. Il faut aller dans le système, dans nos systèmes propres pour pouvoir générer un numéro. Et là, on a besoin d'Internet. Nous travaillons beaucoup aussi avec des logiciels. Qui dit logiciel, dit Internet. Donc, ça a été vraiment un impact pour nous. Face au blackout, le recours à un nouvel abonnement est une des solutions. Parmi les 3 grandes compagnies en Côte d'Ivoire, il y a une compagnie qui n'était pas impactée. Nous sommes allés chercher encore un nouvel abonnement. Ça veut dire qu'on a pris 3 abonnements avec cette compagnie pour pouvoir avancer. Parce que être empêché de travailler 2 jours, 3 jours, on ne sait pas à quel moment, le problème va se résoudre. À Engrais Château d'Eau, Fatime, productrice de produits laitiers, enregistre les commandes du jour. Elle s'empresse de les livrer afin de tenter de rattraper les pertes de la veille liées à la coupure d'Internet. La coupure d'Internet hier a eu un impact considérable sur nos activités, vu que nous faisons de la vente en ligne et que toutes nos commandes sont passées via les réseaux sociaux, via les plateformes qui utilisent Internet. Donc déjà, on a eu un problème à ce niveau, on n'a pas pu avoir de commandes. Deuxièmement, on a eu un problème au niveau de tous les services e-money, parce que 90% de nos clients nous payent via e-money. Et tous ceux qui devaient nous payer hier n'ont pas pu faire le paiement. À ricochet, nous aussi qui devons régler nos fournisseurs, on n'a pas pu le faire. Vraiment, ça nous a fait un manque à gagner. On peut l'estimer à environ 300 000 francs quand même. Une perte importante pour cette PME. Si les 2 principaux opérateurs d'Internet concernés par l'interruption annoncent un retour progressif de la connexion, ce 14 mars sans Internet aura été une journée noire pour les activités économiques.
Le constat est signé Didier Nguessan. Cette situation n'a pas empêché ces étudiants en année de licence de philosophie d'effectuer une immersion à la Fondation Ampateba. Ils étaient 200, ces mordus du savoir, issus de l'université Félix Houphouët-Boigny à prendre part à la présentation de leurs travaux dirigés. Les détails avec Olivier Kra et Godefroy Okambawa. En Afrique, chaque fois qu'un vieillard meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. L'un des proverbes de l'écrivain africain Amadou Ampateba, qui a fait l'objet d'une étude des étudiants en faculté de philosophie de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Au nombre de 200, ces apprenants se retrouvent dans le cadre de leurs travaux dirigés sur les traces de l'écrivain au sein de la fondation qui porte son nom. Une idée nourrie par la présidence de l'université. L'école n'est pas qu'en 4 murs. Voilà, nos enseignants essayent de nous faire voir d'autres horizons. Et avec ce cours intitulé Ampateba, on a appris beaucoup. C'était une belle expérience. On espère encore revenir ici, apprendre encore davantage. C'est des comptes d'initiative qui permettent aux étudiants de pouvoir aller à la source du savoir, mais trouver des éléments importants pour asseoir un pouvoir, la bonne gestion. Selon la directrice de la fondation, le choix porté sur l'établissement est à saluer. Une fierté pour cette fondation qui s'est engagée pour la promotion du patrimoine culturel africain. C'est beaucoup d'émotions. L'activité de ce jour s'inscrit dans le prolongement de l'amour d'Amadou Ampateba pour la Côte d'Ivoire et dans la mission de transmission de l'important héritage culturel qu'il nous lègue. Qu'on a vu aujourd'hui des étudiants joyeux qui ont voulu venir dans le feu du foyer s'imprégner davantage. Outre ces travaux dirigés, une conférence a été animée par la Fondation sur le parcours de l'homme qui a milité pour la pérennisation des valeurs africaines. Parlons leadership à présent, les jeunes invités à un changement de mentalité pour mieux s'affirmer. Une invitation lancée au cours de la 2e édition de la conférence Tomorrow Leaders, des assises sur fond d'amélioration du capital humain. Le point avec Kanibia Layous. Améliorer le capital humain pour le changement de mentalité, notamment chez les jeunes. La 2e édition de la conférence des leaders de demain offre cette opportunité à la jeunesse. Il y a le thème changement de mentalité, amélioration du capital humain. Déjà, il y a cela qui m'a motivé à venir. L'un des thèmes clés que le président de la République utilise, c'est le voir un nouveau. Et le voir un nouveau fait allusion à un changement de mentalité. Du coup, cela m'a amené à venir apprendre davantage. Flavien Nzako, président pays de l'AIOF, entend multiplier les canaux de communication afin de faire passer son message. Nous avons une multitude de programmes et d'initiatives et nous pensons qu'à force d'insistance, à force de répétition, ça va finir par former une base dans le cœur des jeunes et ça va participer à leur transformation positive. Le ministre chargé de la promotion de la bonne gouvernance met l'accent sur l'inclusion des jeunes au cœur de cette mission de développement. Il est important que ces jeunes épousent des valeurs nécessaires à l'amélioration du capital humain nécessaire au développement. Les jeunes sont des acteurs clés dans le développement économique, dans le développement social de notre pays. Mais pour que ces jeunes puissent jouer leur rôle, il leur faut épouser des valeurs. Ce rendez-vous qui initie la jeunesse au leadership a réuni près de 3000 jeunes ivoiriens. Parmi eux se cachent peut-être nos gouvernants de demain. Une note de religion. La communauté chrétienne catholique observe le carême chrétien. Depuis le 14 février dernier, les chrétiens catholiques ont démarré 40 jours de pénitence, une période de piété, de recueillement et de réconciliation avec les bonnes pratiques de disciples de Christ, toute une formation spirituelle recommandée par les prêtres. Sidonie Davila. Dans la quiétude de la prière, les fidèles de l'église catholique de Saint-Jacques des Deux-Plateaux se rassemblent. Au cœur de cette communion fraternelle, un enseignement. En ce jeudi, comme tous les autres depuis le début du carême, l'Église organise une conférence. Le curé Norbert Abécan souligne l'importance de ce renforcement spirituel. C'est un temps propice pour venir au désert, pour mieux écouter la parole de Dieu, quitter tous ces bruits-là, le téléphone, magnétophone, le bruit de moteur, pour mieux entendre la parole de Dieu. Et c'est tellement important que pour nous, ce temps de carême qui est une montée vers Pâques, la lumière éternelle,
le Christ ressuscité, va nous permettre d'accueillir cette parole pour que cette parole germe en nous, et que cette parole soit comme la lumière pour éclairer notre route, comme la nourriture pour nous fortifier, pour pouvoir avancer. Dans la tradition chrétienne, la nourriture spirituelle est aussi essentielle que celle physique pour le chrétien. Chaque paroisse s'organise pour un moment d'enseignement avec les fidèles. L'évangile de Saint Matthieu au chapitre 4, verset 4, nous lisons « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cela apparaît clairement que la parole de Dieu constitue la source et l'énergie pour tout chrétien. Parce que le temps de carême est un combat spirituel, mais le temps de carême est surtout une démarche de foi, une démarche de conversion, une démarche de retour à Dieu. Et la parole de Dieu soutient et sous-tend notre action contre le diable, en marge de la parole de Dieu qui est expliquée à travers les homélies, à travers les prédications. Le temps de carême est favorable pour des enseignements. Certes que pendant les homélies, on ne peut pas tout développer. La période du carême, marquée par la prière, le partage et la pénitence, constitue un moment de grande richesse spirituelle pour les chrétiens. Pendant ce temps particulier, les enseignements dispensés mettent l'accent sur divers thèmes, tels que l'amour, le pardon, la réconciliation, le partage. Un autre sujet, les autorités d'enquête et de poursuite pénale du ressort de la Cour d'appel de Daloa saluent l'institution de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels. Gendarmes, policiers et magistrats de la région du Haut-Sassandra ont exprimé leur soutien aux missions de l'AGRAC. C'était ce mercredi lors d'un atelier au cours duquel ces autorités ont été sensibilisées sur la saisie des avoirs criminels. Les précisions de Dangui Dangui. Daloa, centre-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est dans les locaux de la Cour d'appel de la Cité des Antilopes que l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs criminels, AGRAC, a organisé la sensibilisation des autorités d'enquête et de poursuite pénale locales sur les enjeux de la saisie des avoirs criminels. Cette formation nous permet de pouvoir comprendre, nous qui sommes magistrats, de pouvoir aller au-delà des systèmes de décisions que nous rendons et de pouvoir prendre des décisions pour saisir également ces biens des criminels. Parce que parfois, on le condamne à une peine peut-être élevée, moins élevée, mais ces biens sont toujours entre ses mains. Il a toujours ses véhicules, il a toujours ses biens immobiliers, il a toujours tous ses avoirs, ses milliards. Dès qu'ils sont, il continue de les exploiter. Alors donc le mécanisme, c'est de savoir comment mettre en place, comment saisir tous ces biens-là et en fait que ce monsieur ne puisse plus continuer. Un constat a été fait. Lorsque les criminels opèrent, ils s'accaparent des biens et ils se disent dans tous les cas, même si on me met en prison, je vais sortir, je vais juger de mes biens. Et là, j'ai aimé la formule, nul ne doit tirer profit de son délit. Les experts de l'AGRAC ont présenté leur institution et les enjeux de la saisie et confiscation en matière de lutte contre la criminalité économique et financière aux magistrats, gendarmes et policiers venus participer à cet atelier. Aujourd'hui, la peine d'emprisonnement n'est plus la peine principale. Alors, on a établi ce qu'on appelle la peine complémentaire, la confiscation des biens. Donc, à l'analyse, on s'est rendu compte que les criminels commettaient leur forfait pour avoir beaucoup de biens et la peine d'emprisonnement ne résolvait pas vraiment le problème puisque pour eux, c'est un risque du métier. Et à la sortie de prison, ils retrouvaient un peu le produit de leur forfait. Aujourd'hui, il s'agit de capter, de confisquer tout ce qui est bien issu de la commission de ces crimes et de ces forfaits-là. Selon l'Office des Nations Unies contre le crime et la drogue, les organisations criminelles génèrent environ 520 000 milliards de francs CFA par an. Le montant des sommes blanchies se situerait en 2009 entre 2 à 5% du produit intérieur brut mondial, soit environ 959 000 milliards de francs CFA. Offrir un meilleur cadre de travail aux forces de sécurité pour leur permettre de remplir leur mission de protection des populations. Cet objectif tient à cœur au Conseil régional du Lodjibois, présidé par Amédée Kofi Kouakou, par ailleurs ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier. Cette collectivité décentralisée a procédé ce vendredi à l'inauguration du bâtiment dortoir du siège de la CRS 5, une entité de la police nationale basée à Divo. Mama Traoré. Divo, siège de la compagnie républicaine de sécurité dénommée CRS 5.
Faisant le constat de la dégradation du dortoir des policiers exerçant au sein de cette unité, le conseil régional du Lodjibois, présidé par le ministre Amédée Kouakou, entreprend des travaux de rénovation enfin aboutis. Ce vendredi, l'édifice rénové est remis officiellement aux occupants en présence des autorités coutumières et administratives. Je voudrais, tout en réitérant notre engagement à demeurer au coin de nos populations et de les servir, vous rassurer du bon usage de ce bâtiment qu'en fera le personnel de la CL5. Il nous a promis dans son programme qu'il allait réhabiliter tous les bâtiments qui traînent. Et pour preuve, en quelques 5 mois d'installation, il nous a trouvé ce beau joyau-là. Un joyau qui fait plaisir, parce que c'était un bâtiment qui était fatigué. Pour le président du conseil régional du Lodjibois, cet investissement vise à créer les conditions d'une meilleure sécurité pour les populations du chef-lieu du Lodjibois. Depuis que les forces sont là, la ville de Divo est en paix et aussi la région. Donc, vous savez, la vision du président Alassane Ouattara, c'est que notre pays aille de l'avant, mais pour aller de l'avant, il faudrait que les Ivoiriens se sentent quasiment en sécurité. Et aujourd'hui, avec ces forces-là, je pense que la région du Lodjibois est une région qui est parfaitement en sécurité. C'est en septembre 2023 qu'Amédée Kofi Kouakou a été élu à la tête du conseil régional du Lodjibois. Abdoulaye Diallo, honoré par ses proches après son rappel à Dieu le 6 mars 2023, l'ex-compagnon de Félix Houphouët-Boigny a bénéficié de prières pour le repos de son âme. Sa famille et toute la ville de Djekanou, dont il était le maire, avaient à leur côté ce dimanche 10 mars plusieurs membres du gouvernement. Léon Brou. L'église Sainte-Catherine de Djekanou, trop exiguë pour accueillir les participants à la messe pour le repos éternel du patriarche Abdoulaye Diallo. Un an déjà que s'est éteint le bâtisseur de Djekanou, trop tôt donc pour ce département et sa famille d'oublier l'illustre disparu. Trop tôt aussi pour les élus et cadres du centre d'oublier Abdoulaye Diallo, cet idéal d'humanisme et de développement. Il a bâti toute une ville, il a bâti tout un département. Et quiconque voudrait faire la même chose dans sa région est obligé de revenir ici chaque fois pour apprendre, se ressourcer. Humanisme et développement, deux valeurs synonymes de la vie sur terre d'Abdoulaye Diallo, rappelées à cette messe. 95 ans, dont plus de la moitié au service de l'État et de feu le président Félix Houphouët-Boigny, accompagné notamment du président Alassane Ouattara. Le chef de l'État renouvelle son soutien à la famille de son ami et frère à travers le président de l'association des cadres du centre, le ministre de l'équipement et de l'entretien routier. Cette Djekanou a perdu un grand homme, un bâtisseur, mais Djekanou n'est pas orphelin. Parce que même de son vivant jusqu'à aujourd'hui, le président Alassane Ouattara est toujours présent. Nous sommes venus aussi pour que, de là où il est, il prie pour le président Alassane Ouattara, mais aussi qu'il prie pour la Côte d'Ivoire. Et que l'ensemble des Ivoiriens puissent s'entendre pour que la paix puisse régner dans ce pays, pour que les Ivoiriens vivent mieux, pour que les Ivoiriens connaissent le bonheur. Ça a été toujours le sens de sa vie, ça a été le sens de la vie du président Houphouët-Boigny et c'est dans cette vision que s'inscrit le président Alassane Ouattara. La prière marquant le premier anniversaire de son décès, aussi l'occasion de renouveler les hommages au patriarche Abdoulaye Diallo, décédé le 10 mars 2023. Un mot de culture, la direction de la RTI et celle du Massa, ensemble pour cette 13e édition du marché des arts et du spectacle d'Abidjan. Ce vendredi, un accord a été signé pour renouveler ce partenariat. De longue date, la RTI, diffuseur officiel, s'engage à assurer une large diffusion de cet événement biennal. Le reportage de Serge Pacom-Didi est commenté par Jean-Marc Djadji. Renouvellement de contrat entre la direction générale de la RTI et celle du marché des arts africains d'Abidjan, Massa. Cela en prélude à la 13e édition du marché des arts d'Abidjan, qui se tiendra dans la période du 13 au 20 avril 2024. Le marché des arts africains d'Abidjan renouvelle donc sa confiance à la RTI pour une plus large diffusion de son événement. Je commencerai par des remerciements au nom de Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, à la direction donc, de la RTI. La RTI aujourd'hui est l'une des télévisions nationales sur le continent les mieux équipées. Et donc le renouvellement a surtout pris en compte cette nouvelle capacité aujourd'hui de la RTI à se déployer sur plusieurs chaînes, mais aussi à se déployer sur plusieurs territoires. C'est cela déjà aussi notre attente parce que nous considérons que le Massa se déroule certes
à Abidjan, en Côte d'Ivoire, mais le Massa reste un événement international, panafricain d'abord, mais aussi international, puisque nous accueillons cette année près de 800 artistes. Après la Coupe d'Afrique des Nations, dont elle était télédiffuseur officiel, le Massa 2024 est un autre défi pour la radiodiffusion-télévision ivoirienne. Fosseni Dambélé, directeur général, traduit son satisfecit. Je voudrais d'abord commencer par remercier le DG du Massa et à travers lui, Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie, qui a bien voulu autoriser le Massa, comme je l'ai été par Monsieur le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, pour renouveler le partenariat entre la direction générale du Massa et la direction générale de la RTI. C'est un partenariat qui nous engage dans l'organisation en ce qui concerne le volet audiovisuel de production et de diffusion de cette édition du Massa. Jeunesse, innovation et entrepreneuriat est le thème choisi du Massa 2024. Un événement biennal qui, durant une semaine, rassemblera artistes et publics du monde entier. À l'international au Sénégal, la Cour suprême maintient la date de la présidentielle au 24 mars 2024. Cette annonce fait suite à la requête de l'opposition, précisément du parti PDS de Karim Wade et ses alliés, pour qui le délai annoncé pour le scrutin était illégal car trop court. L'institution a refusé ce vendredi 15 mars, jugeant ces requêtes irrecevables et mentionnant que la fixation de la date du scrutin est du ressort du président de la République. Cette décision, rappelons-le, intervient au lendemain de la libération des opposants Ousmane Sonko et de son dauphin candidat Bassirou Diomaye Faye. Et pour terminer, 33 pays africains sur 45 ont besoin d'une aide alimentaire extérieure. Cette information émane du dernier rapport de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. À l'origine de cette insécurité alimentaire, les conflits en Afrique de l'Ouest et de l'Est, mais également au Proche-Orient. En Afrique australe, la sécheresse est la cause majeure de cette situation. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt.